bien, bonjour à tous. On va commencer maintenant à 15h34 cet atelier des assises. Cet atelier qui est un témoignage de retour d'expérience de 4 maîtres d'ouvrage gestionnaires de grands parcs publics, dont les logos sont affichés là. J'imagine que tout le monde voit mon écran partagé. Oui. Ouais. Ok, donc tout le monde voit le... et donc je me présente, je suis Laure Charpentier de l'Institut Négawatt et je travaille à la coordination du programme Planissimo 2050. Comme je vous le disais, on sera à 6 voix en fait pendant cet atelier qui nous mène jusqu'à 16h45. Donc ils prendront la parole au fur et à mesure. Damien Balleux du service énergie de la ville de Lille, Nathalie Bousquet et Jean Chaumont, service énergie patrimoine environnement du conseil départemental du Val-de-Marne, Jacques Schmitt, des projets stratégiques et transition énergétique de l'université Grenoble-Alpes, et Abdellah Aznay, du service énergie de la région Occitanie. Merci à eux d'avoir préparé et puis d'être là pour témoigner de leurs travaux et partager avec vous. L'idée, étant donné le nombre, étant donné le timing, étant donné le nombre d'intervenants, va pas forcément nous permettre beaucoup d'interactivité par oral, mais je vous invite en tout cas à poser des questions par le chat. Je les reçois et en fonction du timing, puisque chaque intervenant a un espace de 15 minutes pour partager son expérience, en fonction du timing, on prendra quelques questions. Et puis sinon, je vous inviterai à nous les... S'il y en a quand même qui vous semblent majeurs et qui nécessitent réponse, je vous inviterai à me les reposer par mail à la fin de l'atelier en vous donnant les coordonnées pour ça, pour vous apporter des éléments de réponse. Vous dire d'où je parle et donc en quelques minutes vous situer la démarche Planissimo 2050, donc qui est une démarche proposée par l'Institut Négawatt et qui a été élaborée à partir de besoins de maîtres d'ouvrage publics, en l'occurrence le conseil départemental du Val-de-Marne dans les années 2014-2015. C'était vraiment d'apporter un appui pour conduire et réussir la transition énergétique du patrimoine bâti en se dotant d'une vision, d'une trajectoire à l'époque 2015 à 2050, pour piloter, structurer la manière d'arriver à un parc bâti performant qui soit compatible à l'époque avec, il n'y avait même pas encore la loi transition énergétique pour la croissance verte, mais au moins avec le scénario Négawatt, et puis maintenant LTECV, et puis maintenant décret tertiaire. Donc voilà, c'est pour dire que ça trouve ses racines dans un besoin de terrain, un besoin concret de maître d'ouvrage, et puis que c'était déjà, on va dire, drivé par la vision Négawatt sur le sujet. Planissimo 2050, concrètement, c'est une application numérique en web service qui permet de simuler les trajectoires possibles en fonction de paramètres d'un rythme de rénovation, d'un niveau de performance, d'un budget disponible, et en appliquant un catalogue d'actions issues des retours d'expérience du bureau d'études Enertech, tant en termes de performance atteinte et puis de coûts, de pouvoir simuler les trajectoires pour pouvoir choisir celle qui fait le plus de sens, la partager au sein de la structure, et puis pouvoir la piloter dans le temps, et donc regarder si en avançant, on atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Donc une trajectoire spécifique au parc, le parc étant caractérisé sans avoir besoin de passer par pléthore ou par une exhaustivité d'audit. Donc ça, c'est le cœur de l'application, le cœur de la démarche Planissimo, une application dont le maître d'ouvrage, gestionnaire de parc bâti, se retrouve doté et qu'il pilote en autonomie à l'issue de la mission. Et puis une mission d'accompagnement technique organisationnel pour l'accompagner dans la prise en main de cette démarche de vision de long terme. Et comme on dit, voir loin, agir maintenant, c'est aussi faire le lien entre la structure, enfin la vision et la trajectoire 2020-2050, et ce que ça peut signifier concrètement en termes d'organisation, d'exigences techniques, de prérequis financiers. Donc, derrière l'accompagnement technique et organisationnel, il y a aussi l'idée de faire le lien entre la vision long terme et puis l'évolution des pratiques opérationnelles.
Ce qui nous amène à aujourd'hui ce temps d'atelier spécifique qui justement est orienté dans cette direction, de faire le lien entre la structuration de la vision et puis l'évolution de pratiques de terrain. Et c'est pas moi qui vais parler plus longtemps, ça va être les membres du club utilisateur Planissimo, parce que c'est le dernier volet de la démarche Planissimo 2050, c'est-à-dire qu'au-delà de la mission d'accompagnement à la structuration d'une trajectoire et des premières actions concrètes, il nous semble absolument important que ces pionniers-là puissent continuer à échanger, se soutenir, partager des retours d'expérience, mutualiser éventuellement des démarches. Et donc, les 4 intervenants ou les 5 intervenants que vous allez entendre là et leurs collègues ont des occasions d'échanger, de se retrouver. En l'occurrence, le distanciel nous aide bien pour ça, de manière à poursuivre et essayer d'être un peu accélérateur. Ce n'est pas la peine, quand l'un a débroussaillé un sujet, que tout le monde refasse le même parcours. Donc ça, c'est l'objet du club utilisateur et je vais sans attendre passer la main au premier d'entre eux. Mais pour vous dire avant que pour une clarté des interventions, elles sont structurées pour chacun des maîtres d'ouvrage de la même manière, avec l'idée que ce soit la ville de Lille, le conseil départemental du Val-de-Marne, l'université de Grenoble ou région Occitanie puissent vous donner forcément qu'un aperçu en 15 minutes de tout ce qu'ils font, mais vont quand même dire 2 mots sur leur patrimoine bâti et un contexte, éventuellement des éléments de contexte spécifiques. Vous dire ce qu'ils ont retenu ou quels sont les éléments un peu clés de leur trajectoire 2020-2050 pour un patrimoine bâti performant, quelles questions ça a soulevé, comment ils s'y sont pris, illustrer de nouvelles pratiques opérationnelles auxquelles ils s'essayent, sur lesquelles ils progressent, sur lesquelles ils ont déjà des retours d'expérience, dans l'idée de changer d'échelle. Alors là, c'est peut-être la partie un peu catalogue, on ne pourra pas rentrer dans le détail de tous. Donc, ils en ont sélectionné un chacun sur lequel il y aura un peu plus d'infos, donc un focus sur une des pratiques ou une des réalisations opérationnelles qu'ils souhaitent mettre en exergue. Et puis, éventuellement, un message clé qu'ils voudraient transmettre pour tous ceux qui... Et vous allez être de plus en plus nombreux avec on va dire, le driver décret tertiaire, à devoir faire cet exercice du voir loin, agir maintenant. Donc voilà, leurs conseils seront bienvenus et leurs passions intéressantes à partager. Damien Balleux, je te passe la parole pour la ville de Lille. Bonjour à tous, vous m'entendez? On va dire que oui, c'est bon pour toi? Très bien, merci. Ok. Du coup, moi, je suis Damien Balleux, je suis responsable du service énergie au sein de la direction de la maintenance des bâtiments à la ville de Lille, une direction de 150 personnes. Et le service énergie est composé de 7 personnes à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de choses déjà sur cette slide, mais on suit nos consommations depuis 2004 et on constate depuis 2004 des baisses des consommations d'énergie à hauteur de 21%. Ça, c'est le dernier bilan 2019 de mémoire. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites sur une typologie de bâtiments qui ressemble à ce que peut être les bâtiments dans une ville, des bâtiments scolaires. Principalement, on a 83 écoles, des équipements sportifs avec 5 piscines, des bâtiments techniques, des bureaux, des bâtiments culturels et puis toute une série de bâtiments dits atypiques, patrimoniaux. Et on verra pourquoi on les classe ainsi par la suite. C'est 240 sites et une facture annuelle de 9 millions d'euros sur la question de l'énergie. Voilà pour cette slide. Donc c'est un travail qu'on a mené pendant un temps certain avec Negawatt et d'autres, qui nous a conduit à ces différents éléments. Et notamment, nous, on avait cet enjeu de sectionner cet objectif de 2050 en différents mandats. Et dans tous les échanges qu'on a pu avoir
avec Negawatt, mais aussi, avec les différentes directions de la ville. Il nous avait semblé important à l'époque de se dire que, il y a déjà 2 mandats, un peu, structurants qui servaient à la fois d'initialisation, de structuration, et puis 3 mandats où on serait en plein régime pour atteindre, les exigences de la loi transition énergétique. Hem, on a aussi comme, principal, enseignement, heu, mis en exergue ce travail, important qui doit être mené sur la question de la sobriété. Parce que comme on peut le voir là sur heu, le le petit graphique à gauche, on a modélisé des investissements, toute une série d'actions diverses et variées, mais on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, on plafonnait un petit peu, et qu'on avait beau augmenter les millions d'euros d'investissement et ça faisait pas forcément descendre la courbe en bleu. Donc heu, évidemment, il y a tout ce travail sur la question de, la sensibilisation, c'est des choses qu'on met en œuvre et qu'on essaye d'étendre, mais aussi sur, des questions plus, dites de stratégie immobilière, des questions de mutualisation, de rationalisation des mètres carrés. On a constaté aussi, peut-être, une limite de l'outil, mais c'est vrai qu'on a toute une série de bâtiments, classés, inscrits, monuments historiques. Et donc là, on avait du mal à modéliser un petit peu ce qui pouvait se passer avec des ratios, quand bien même, des ratios, éprouvés et issus d'Enertech, Laure, tu le disais. Voilà, c'est sur ces bâtiments un peu atypiques, il y a une approche spécifique à faire et c'est déjà un 1er travail à faire. Heu, Ça nous a aussi, convaincus ou ça nous a permis de convaincre d'autres, de la nécessité de limiter le saupoudrage, que l'on faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire que, les 21 d'économies que j'évoquais tout à l'heure, ils sont le fruit, de pas mal de travaux sur les équipements CVC, mais aussi, d'une maintenance plus traditionnelle où on reprend régulièrement des toitures, on reprend régulièrement des menuiseries et on le faisait pas forcément dans l'optique d'économiser de l'énergie, mais on le faisait, parce que c'était nécessaire et hem et donc un des enseignements pour atteindre un petit peu les volumes financiers nécessaires, c'est de se dire: «Il va falloir, concentrer les travaux de gros entretien, rénovation, pour monter en compétence sur la question de la rénovation globale». On a, voilà, aussi réussi à démontrer et à faire la démonstration de la nécessité, heu et c'était pas, quand on a commencé le travail, avec Negawatt, c'était pas forcément admis par tous, c'était pas forcément, quelque chose qui était dans la culture, de la ville que de se dire, «Eh bien oui, il faut, aussi travailler sur des rénovations globales» et qui plus est, ça, remet en question un petit peu, heu, toute une structuration de direction, voire même, plus largement que ça, toute une structuration d'un pôle et heu et c'est le travail qu'on est en train de mener également aujourd'hui. Et puis, dernier gisement, que l'on, heu, que l'on percevait parce que, je vous le disais, annuellement, on suit nos consommations et on voit bien que la question de l'électricité, est, contrairement à d'autres postes, heu, difficilement, à la baisse et donc il y a, tout un travail qui a été mené aussi avec Enertech, et qui nous a convaincus, qui n'est pas abouti aujourd'hui, mais qui nous a convaincus du gisement important que l'on avait, notamment sur les bâtiments atypiques, à travailler sur cette question de la maîtrise de la demande en électricité. Donc voilà, en quelques mots, un petit peu les grands enseignements de tout ce travail que l'on a pu faire. Et d'un point de vue opérationnel, parce que voilà, on s'est attaché à faire ça, c'est-à-dire ce travail un peu, stratégique et en même temps, on avait le souhait de pas, parce que ça a pris du temps, ça a pris 2 3 ans, il a fallu acculturer un peu tout le monde, il a fallu, aller, prendre son bâton de pèlerin et convaincre un petit peu, de ce que l'on faisait et de là où on souhaitait aller. On a aussi souhaité, heu, faire faire des actions à proprement parler
et essayer de changer d'échelle. Alors c'est notamment, en haut à droite, vous avez, le logo, d'un projet LIFE, que l'on mène avec l'Université catholique de Lille et ses différentes composantes, mais aussi avec un bailleur social qui est LMH. Et dans ce cadre-là, on avait déjà un dispositif sur cette question de la sensibilisation des usagers que l'on nomme, correspondant énergie. Et dans ce cadre de projet européen, l'idée, c'est de changer d'échelle. On a été chercher des financements européens pour se doter de moyens supplémentaires en la matière. Et puis comme on peut le faire dans le club, Planissimo, tout un travail, d'ateliers, alors qui ont été un peu mis à mal, avec heu, la situation, mais qu'on va reprendre très prochainement. Toute une série d'ateliers, d'échanges de pratiques, parce que chacun avait ses dispositifs respectifs et qu'il y a quelque chose, d'assez enrichissant en la matière, parce que finalement on dépasse le cadre, technique. Moi qui suis ingénieur, ça me tient à cœur, mais en même temps je vois bien que c'est au-delà et ce sera peut-être mon mot de conclusion, que l'enjeu réside peut-être ailleurs. Donc on travaille sur cette question de la sensibilisation des usagers. On travaille aussi sur la question, des modèles économiques et on s'est essayé et ça fait aujourd'hui, 3 ans que l'on a, lancé, ce qu'on appelle l'intracting, c'est-à-dire, une démarche de, on va dire, comptabilité analytique qui, permet de sanctuariser les euros, économisés au travers d'actions, d'économie d'énergie avec des temps de retour sur investissement courts. Et demain, donc voilà, c'est un outil, financier. En même temps, c'est aussi structurant dans notre organisation parce que ça permet, d'échanger avec la direction des finances. Ça permet de mobiliser un peu plus que 7 collègues au service de l'énergie, mais c'est aussi, essayer de voir un petit peu, les différents secteurs techniques qu'il y a au sein de la direction et de voir. De toute façon, on va continuer à remplacer des menuiseries, on va continuer à remplacer des toitures, on va continuer à remplacer des équipements CVC. Eh bien, quand on le fait, on essaie d'apporter une plus-value et on le fait au travers de ce dispositif. On a toute une démarche sur, le développement des ENR, je m'y attarderai pas. Et puis on a testé, j'y reviendrai, cette question de la rénovation énergétique, récemment. L'opération est en cours. C'est l'école, Thierry Launay que vous avez à l'image, à gauche. Heu, une rénovation en site occupé avec, de l'ITE préfabriqué, qui est pas sans rappeler la démarche Energy Sprong qu'on a aujourd'hui aussi intégrée. Là, sur la première opération, c'était des niveaux de performance qui étaient peut-être pas, aussi, ambitieux que ce qu'est le programme Energy Sprong, mais voilà, on a voulu faire, ça et puis encore une fois, c'est assez structurant, pour cette question de la réorganisation de la direction et puis aussi, c'est aussi l'occasion, de montrer que ça fonctionne, et de justifier derrière des renforcements des équipes. Renforcement des équipes qui est, d'autant plus, aujourd'hui aisé que, voilà, on a une stratégie, on a fait et aujourd'hui il y a une forte ambition politique. À tel point que c'est même au-delà de ce que l'on avait initialement envisagé, en se disant qu'il y avait, un mandat de l'initialisation, un mandat de la, structuration et puis finalement, les décisions politiques font et puis le contexte politique fait que, et puis l'urgence finalement peut-être la prise de conscience, même si elle était déjà présente, avant, heu, fait qu'aujourd'hui on est sur les niveaux, heu, on a perdu, l'image, ouais. On est sur les niveaux de croisière déjà en termes d'investissement, et en tout cas cohérent avec les simulations Planissimo qui était bien l'objectif, hein, en fait de ce travail, c'était de mettre en cohérence, nos budgets annuels alloués à cette question, les résultats que l'on obtenait et les résultats qu'on devait obtenir. Heu, donc là pour ça, c'est plutôt une réussite et Il reste 5 minutes. il me reste 5 minutes, ça devrait aller, pour faire un petit zoom, sur quelque chose qui, finalement
voilà, j'ai quand même pris du temps pour évoquer tous ces volets-là parce que, aujourd'hui, on a tellement fait la démonstration de la pertinence de ce qu'il fallait faire qu'on a tendance à résumer, le cette stratégie que l'on a menée et qu'on a établie avec Negawatt et cet outil Planissimo. On a tendance à le résumer sur la question de la rénovation énergétique globale. C'est plutôt une bonne chose, mais c'est pas que ça mais voilà, je voulais faire le focus sur cette opération Thierry Launay qui est pour nous, très très importante, qui est la première du genre à Lille. D'autres s'étaient lancés bien avant, heu, mais voilà donc on mène cette opération avec cet objectif de massifier, heu et c'est, en l'occurrence, 9 millions d'euros par an qui vont être alloués à cette question, heu, que l'on teste, sur cette opération, qu'on va tester différemment avec, le programme Énergie Sprong sur d'autres bâtiments de la ville, très prochainement. Et puis les objectifs, ils sont à la fois de travailler sur la question de la performance énergétique, heu et non pas, une performance théorique, mais une performance réelle. En profiter pour travailler sur la question du confort des usagers, été comme hiver et puis, travailler sur des économies d'échelle, des opportunités de financement. En donnant à voir un petit peu un programme global sur, déjà, un mandat, permettre à ce que, heu, la filière s'organise. Alors, on sera pas les seuls à contribuer à l'organisation de cette filière, mais voilà, on a aussi cette ambition-là de se dire que si on donne un petit peu à voir de ce qui attend, ce que l'on souhaite faire dans les 6 prochaines années et si on est d'autres à faire ainsi, on va aussi pouvoir, structurer l'offre, parce que c'est aussi, déjà là, d'ores et déjà un des premiers enseignements de cette rénovation, c'est que finalement, lorsqu'on a lancé nos marchés, heu, on avait très peu de réponses, très peu de réponses et très peu de concurrence et des coûts qui étaient quand même, relativement élevés donc voilà. Un enjeu de massifier et donc de réduire les coûts et derrière d'aller chercher les financements. Bon, aujourd'hui, s'il y a des collectivités qui enfin oui, il y a des collectivités qui nous écoutent, il y a le plan de relance qui est là et qui nous occupe beaucoup, mais il y a d'autres opportunités de financement et qui sont d'autant plus faciles à aller chercher que l'on travaille sur le bâtiment globalement. Heu, voilà, ça c'était une photo, j'ai vu qu'il y avait des collègues de la ville et puis même de la métropole. J'ai pas pu mettre toutes les personnes, qui travaillent, avec nous, mais c'est le message clé que je veux faire passer. En tout cas, au-delà des outils, tout aussi pertinents qu'ils puissent être, voilà, on parle de Planissimo, on a d'autres outils, aujourd'hui. Quels que soient les budgets, quelle que soit, la technique, c'est nécessaire certes, mais c'est pas, suffisant, pour ceux qui ont fait un petit peu de maths, et c'est peut-être même pas l'essentiel. En tout cas, pour moi, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que, il faut qu'on comprenne un petit peu nos marges de manœuvre, chacun à notre niveau. Qu'on s'appuie, sur toutes ces bonnes volontés, qui sont résumées au travers de cette photo, heu, que l'on, qui sont résumées, oui, qui sont résumées et ça peut être des collègues, ça peut être des prestataires, ça peut être, les nos élus, et c'est ces différentes personnes qui vont nous permettre de tester, d'avancer et in fine, on l'espère, de massifier nos actions. Heu, il y aura toujours des grincheux pour dire que c'est pas possible, que c'est compliqué, qu'on n'a pas assez d'argent, qu'il y a pas assez de ressources humaines et cetera. Moi, j'ai envie de dire, mettez-les de côté, il y en a bien d'autres qui ont envie de faire et c'est bien là l'important. Il faut essayer de puiser l'énergie dans ces personnes qui veulent faire et heu et
Et après, on fera les comptes à la fin. On espère atteindre ce qu'on s'est fixé au travers de cette stratégie. Mais en tout cas, il faut… voilà. C'est le message que je voulais passer. C'est au-delà de… Et c'est un ingénieur qui vous parle, au-delà de la technique, au-delà des budgets, au-delà des outils, il y a les hommes. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut les hommes et les femmes d'ailleurs. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut qu'on se concentre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai respecté le Merci. timing. Voilà, à 1 minute prête. Et merci Allez. beaucoup, Damien Balleux. Et du coup, je propose qu'on enchaîne avec un autre retour d'expérience. Le maître d'ouvrage qui est un conseil départemental, le conseil départemental du Val-de-Marne. Donc, c'est peut-être, Damien, tu peux éteindre ta caméra et le micro. Et c'est Nathalie Bousquet et Jean Chaumont qui vont nous faire part de leur retour d'expérience, de leur vision de ces questions de structuration d'une vision et d'action, d'évolution des pratiques. Je ne vous vois pas encore parce que je ne vois pas forcément tout le monde. Bonjour, donc Nathalie Bousquet du département du Val-de-Marne, responsable du secteur énergie-environnement. Bonjour, donc Jean Chaumont, ingénieur énergie-environnement au département du Val-de-Marne. Donc on est le secteur qui gérons l'entretien et la maintenance CVC et aussi qui pilotons le schéma directeur énergie dont on va parler par la suite. Donc le département du Val-de-Marne, c'est environ 300 bâtiments, 1 million de mètres carrés, une facture d'énergie autour des 13 millions d'euros par an. On a donc des bâtiments atypiques comme l'hôtel du département qui est très vitré, des bâtiments culturels, des bâtiments d'archives, des bureaux, 105 collèges et 76 crèches, pour faire un résumé rapide de notre parc bâti. Alors, donc, comme le disait Jean, notre service qui est un service transversal qui apporte un appui aux services opérationnels qui, eux, pilotent les travaux et gèrent les bâtiments dans leur grosse réparation et leur maintenance. Donc, nous, on est un service plutôt de spécialistes. Alors, c'est nous qui portons le schéma directeur énergie du département. Il a été voté en 2015. Alors, c'est un schéma qui nous a permis de nous donner, dès 2015, 2 grands objectifs à l'horizon 2050 pour avoir une vision tout de suite prospective de long terme. Ces objectifs, c'est 50% d'économie d'énergie en 2050 et au niveau des émissions de CO2, moins 70% d'émissions de CO2. Alors, au-delà de ces objectifs, le schéma directeur est construit avec un plan d'action, une 50aine d'actions rassemblées en un plan. C'est un plan quinquennal, c'est-à-dire qu'on a un objectif à long terme, mais on agit sur… enfin voilà, on se donne des actions sur du court terme, en l'occurrence 5 ans, qui correspond peu ou prou à une mandature. Et donc, ce plan d'action à 5 ans qui était de 2016 à 2020 était structuré autour de 4 axes. Le premier, c'était d'impliquer les usagers, d'en faire des acteurs de l'énergie. Le deuxième, il portait sur l'amélioration du bâtiment et grosso modo les travaux. Le troisième axe, comportait des actions sur la vie du bâtiment, comment améliorer l'exploitation maintenance, les consommations électriques, les usages. Et le quatrième était un volet financier. Alors, dès le début du schéma directeur énergie, nous avons utilisé Planissimo. Alors, ça nous permet plusieurs choses, Planissimo. Donc, vous voyez le graphique à l'écran. D'abord, la courbe verte, ça nous permet d'avoir notre trajectoire. Cette trajectoire, elle nous permet de voir le chemin à parcourir. Elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on commence par une phase d'apprentissage et puis ensuite, il y a une phase d'accélération. Voilà, ce qui permet de se lancer dans la démarche. Donc, ensuite, ça nous permet également d'entrer en consommation et de vérifier comment nos consommations se situent par rapport à la trajectoire. Les consommations, ce sont les points bleus. Et puis, enfin, ça nous permet de simuler les consommations futures. Ce sont les courbes orange et rouge. Donc là, on a simulé notre PGR et PPI actuels. Jusqu'en 2025-2026 à peu près. Après, on a poursuivi en tendance le PGR PPI actuel et puis on a aussi fait un PGR PPI renforcé
renforcée mais atteignable compte tenu de nos contraintes budgétaires actuelles. Alors, on voit qu'on est au-delà de notre courbe. Si on renforce, on a fait d'autres simulations qui renforçaient encore les actions et finalement, on se rend compte que l'on arrive à une sorte de talon incompressible, enfin, pour l'instant incompressible, qu'on identifie comme lié à des bâtiments atypiques ou à des bâtiments en location sur lesquels on n'a pas les moyens juridiques et on n'a pas l'opportunité de faire de grosses rénovations et donc de gros travaux structurels. Voilà, donc nous, pour l'instant, sur notre trajectoire, on suit la tendance, mais voilà, on a ce gap à combler. Alors, je dirais que pour l'instant, les actions qu'on a menées, il y a des actions de sensibilisation des usagers, il y a des actions de connaissance avec des audits instrumentés qu'on a menés avec Negawatt pour mieux connaître très finement dans le détail les consommations de bâtiments représentatifs de notre parc. Sur les travaux, on est plutôt sur mener des travaux de construction exemplaires. On est dans une croissance démographique et une augmentation des besoins qui fait qu'en fait, on augmente aussi notre parc bâti et nos budgets actuellement sont plutôt monopolisés sur des nouvelles constructions de bureaux, de crèches, de collèges, donc une augmentation du parc bâti, mais avec une exemplarité, c'est-à-dire que tous nos collèges neufs vont être labellisés passifs avec du coup un travail sur l'économie des besoins, de limiter au maximum le besoin à la source. Donc voilà pour notre utilisation de Planissimo et le schéma directeur énergie actuel. Donc, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Alors actuellement, nous sommes en plein dans la période de réécriture du nouveau plan d'action, puisque le premier est arrivé à son terme. Donc, ce nouveau plan d'action, il va être sur deux axes. Donc, d'abord capitaliser et puis poursuivre et intégrer des nouveaux enjeux. Alors, capitaliser, qu'est-ce qu'on va capitaliser? On va capitaliser déjà sur les expérimentations, c'est-à-dire que les constructions passives, on la conçoit comme des expérimentations qui à la fois font monter en compétence nos équipes et puis permettent de tester des technologies qui seraient éventuellement des façons de faire qui seraient reproductibles sur la majorité de nos bâtiments. On va capitaliser aussi sur les acquisitions de connaissances qu'on a pu faire à travers ce premier plan, notre premier plan d'action, voilà, avec une forte composante, on va dire, acquisition de connaissances et expérimentation. Alors, acquisition de connaissances, je vous ai parlé des audits énergétiques, donc la mesure très fine des consommations, connaissances qui vont nous permettre d'améliorer la maintenance. Ça nous a donné beaucoup de pistes pour améliorer la maintenance CVC. Ça nous donne aussi beaucoup de pistes pour travailler sur les consommations des cuisines. Autre volet de connaissances, c'était sur les usages. Dans notre premier schéma directeur, premier plan d'action du schéma, on avait un audit socio-technique des usages de l'énergie, donc une grosse enquête sociologique sur le département qui a permis de dégager de grandes lignes et donc qui nous donne des pistes pour réorienter la façon dont on aborde l'axe 1 sur la sensibilisation des occupants. Donc, de ce fait, la sensibilisation et l'information, on va l'intensifier. On va poursuivre le cycle de formation. On avait initié avec Negawatt, donc dans le cadre de l'accompagnement avec Planissimo, un cycle de formation. Il a été initié, il a démarré, on le poursuit. Les objectifs de ce cycle, c'est à la fois une montée en compétences, mais en deux jours, on ne devient pas des spécialistes, mais c'est surtout d'acquérir une culture commune et puis d'avoir un engagement, une conviction des agents qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine et qu'on a des moyens de travailler pour peu qu'on sache solliciter les bonnes personnes au bon moment. Ce cycle de formation, on est encore en train de le construire, donc on le nourrit aussi avec les retours d'expérience qu'on a eu sur le premier plan d'action. Après, donc ce deuxième plan d'action, l'idée, ça va être maintenant de réorienter les budgets et les travaux, non plus vers les constructions neuves, mais vers des réhabilitations. Donc là, ça va être le gros enjeu. On mène une action actuellement, il y a un projet de rénovation Enerfit, donc c'est la déclinaison du passif dans la réhabilitation. Donc là, il y a de très gros enjeux d'économie d'énergie sur une enveloppe très performante en rénovation.
On espère apprendre beaucoup et pouvoir aussi le reproduire sans forcément être très Enerfit sur les autres opérations de rénovation. Et puis, on est confronté, comme vous tous, aux besoins de massification pour répondre aux décrets tertiaires. Voilà. Donc Jean, je te repasse la parole pour nous parler plus en détail des bâtiments passifs qu'on a fait en procédure marché global de performance, MGP. Il reste 4 minutes. C'est ça. Donc, on voulait faire un focus donc, sur la construction passive et aussi la réhabilitation passive. Donc, pour les constructions, donc, on les a lancées en marché global de performance avec un engagement sur les consommations pour vraiment que les groupements sélectionnés proposent un projet qui réponde à notre cahier des charges et qu'on ait vraiment des consommations à la fin qui soient vraiment passives. On a tout un travail sur la rationalisation des surfaces pour limiter les volumes chauffés. Voilà, avant, par exemple, on avait des collèges avec des halls en cathédrale sur plusieurs niveaux, mais voilà, c'est très joli, mais on se rend compte que pour chauffer tout ça, c'est compliqué. Donc maintenant, on rationalise. Voilà, on fait beaucoup de circulation extérieure pour limiter les besoins de chauffage. D'orientation du bâtiment, quand on a une parcelle, on réfléchit à comment on peut orienter au mieux le bâtiment pour profiter des apports solaires gratuits. Enveloppe performante, donc là pour le passif, ça demande une forte isolation, la généralisation du triple vitrage, donc, qui n'est pas commun pour des bâtiments d'enseignement, mais on veut vraiment travailler là-dessus pour avoir un besoin de chauffage le plus limité possible, et l'étanchéité à l'air aussi, donc sur les détails pour limiter l'étanchéité à l'air. Également, donc, le confort d'été, donc, avec des protections solaires généralisées. On travaille sur du rafraîchissement adiabatique. Donc c'est de l'élimination de l'air au niveau des centrales de ventilation. Donc, ce n'est pas de la climatisation, mais voilà, on teste ce système-là qui permet de rafraîchir quand même l'air qui rentre dans le bâtiment. Il y a aussi tout un travail sur l'optimisation des équipements en lien avec le service de maintenance CVC pour travailler sur des systèmes qui soient pérennes, le plus facile à entretenir, économe en énergie, et aussi avec le service restauration sur les besoins qu'ils ont en cuisine, les pratiques qu'ils ont pour la préparation des repas, un travail là-dessus. On se rend compte qu'ils vont de plus en plus vers l'électrique au détriment du gaz, mais essayer d'optimiser pour que le nombre d'équipements, pour limiter les consommations. Et enfin, quand c'est possible, on utilise aussi des matériaux donc biosourcés, notamment le bois, et on favorise le raccordement au réseau de chaleur qui dispose d'énergie renouvelable quand c'est possible, afin de limiter notre impact carbone. Et après, donc ça c'est pour la construction passive. Pour la réhabilitation, on essaie de faire la même chose, même si effectivement c'est plus compliqué avec un bâtiment réhabilité, hein, notamment pour isoler l'existant. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette opération exemplaire là, où on espère capitaliser dessus. Alors, je vais terminer en 2 minutes avec 2 messages clés. Le premier, c'est qu'on s'est aperçu au fil des actions, des rencontres avec les agences que parler uniquement de réduction des consommations d'énergie pouvait être mal perçu, contre-productif et être perçu comme en fait on essaye de faire des économies sur le dos des agents, voilà, et une logique uniquement financière. Donc du coup, on essaye maintenant de ne plus uniquement parler d'énergie, mais de parler de l'objectif final qui est finalement la réduction des émissions de gaz à effet de serre et puis l'atténuation de notre impact sur le changement climatique. Donc voilà, l'idée, c'est pas seulement se focaliser sur l'aspect énergie qui peut braquer les gens, mais toujours remettre en perspective avec l'objectif final qui est de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire que par rapport au dérèglement climatique, comme on doit d'ores et déjà faire face à des besoins d'adaptation de nos bâtiments,
On lance donc 5 ans plus tard, donc avec un décalage dans la maturation du projet, on lance un plan d'adaptation de notre patrimoine. Et du coup, l'idée, c'est de vraiment créer des synergies avec le schéma directeur énergie, puisque le schéma directeur énergie a vocation à être le volet atténuation par rapport au climat et le schéma d'adaptation, lui, serait le volet adaptatif. Donc, de bien marcher sur ces deux jambes, de montrer les cohérences et aussi de profiter, de mutualiser, d'avoir des leviers d'intervention en mutualisant les interventions. Voilà, donc on espère beaucoup que ces deux plans ne vont pas, non pas se concurrencer, mais vont se potentialiser l'un l'autre et donner un coup d'accélérateur à tout ça. Voilà. Et puis, bon, ça permet aussi de s'intégrer dans des politiques plus globales dans le cadre de tous les plans qu'il peut y avoir dans le département, de tous les plans d'action. Tout remettre en perspective sur le dérèglement climatique permet de donner plus de cohérence à toutes ces interventions plutôt que d'être uniquement focalisé sur l'énergie. Merci. Merci beaucoup à vous deux pour ce retour d'expérience et partage. Il y a eu quelques questions peut-être techniques que je garde pour la fin ou pour une réponse a posteriori. Mais sinon, c'était très, très clair. Je passe la parole à Jacques Schmitt pour l'Université de Grenoble-Alpes. Oui, je me connecte. Ah, je ne vois pas mon PowerPoint. Ah oui, il faut que je... Pardon. Affichage. Standard. C'est normal que je ne le vois qu'en tout petit en haut, Laure? Ah, ça m'étonne que tu ne l'aies pas en plus grand. Bon, je vais me débrouiller. Ou alors je le mets par ailleurs. Pardon, excusez-moi. Oui, donc l'Université Grenoble-Alpes, donc c'est une université de 60 000 étudiants et d'à peu près 5 000 chercheurs, qui est majoritairement sur 2 grands sites, un campus historique des années 60, avec un bâti qui a eu une forte croissance, qui s'est créé dans les années 60, et une forte croissance assez continue liée à la croissance des effectifs étudiants, mais aussi des pôles de recherche. C'est une université qui a une dominante recherche assez forte, ce qui donne en termes de patrimoine bâti des caractéristiques un peu particulières avec beaucoup de bâtiments, je dirais, à process. Hein. Et c'est une institution qui est le résultat de regroupements successifs d'universités qui étaient autrefois séparées. Et on a encore cette marque toute récente de cette structuration progressive vers un établissement unique qui n'est pas encore complètement abouti. Et ce qui, en matière de gestion de patrimoine, peut donner un certain nombre de complexités. On peut passer à la vue d'après, peut-être, Laure, si alors, pardon, oui, je n'ai pas le bon écran, là. Il faut que je me remette sur la deuxième vue. Donc, c'est une université qui a en gros un patrimoine de 780 000 m². Hein. On travaille aussi très étroitement avec le Crous, donc en fait le pôle universitaire de Grenoble, c'est 1 million de mètres carrés, on est sur une quinzaine de sites, un gros site à Valence et puis des sites dispersés un peu partout. C'est aussi des locaux qui ont des caractéristiques très diverses, entre un bâtiment de chimie qui va utiliser des Sorbonnes, une animalerie qui est complètement dédiée à ces équipements-là et qui va pouvoir monter jusqu'à 800 kW au mètre carré, et puis des bâtiments de formation avec des plannings d'usage plus légers parce qu'il y a des périodes de stage, de vacances, des temporalités d'usage très variables. D'autres bâtiments, on aura des data centers. Voilà. Donc, un poids quand même important de ces activités spécifiques et notamment des consommations spécifiques d'électricité liées à ces usages. Un parc ancien, plus des 2/3 du parc sont antérieurs à 74, c'est-à-dire la toute première réglementation thermique. Et puis surtout un historique encore récent où nos élus, les acteurs qui font le système, étaient totalement axés sur les constructions neuves et très peu sur les réhabilitations. Et quand des réhabilitations se menaient, elles étaient quasi exclusivement centrées sur des évolutions fonctionnelles et des mises en conformité réglementaire. Et on a, à part quelques opérations, en fait, celles que j'ai pu faire moi dans mes fonctions antérieures de maître d'ouvrage, 2 rénovations complètes avec
enveloppe système, hein, mais vous voyez sur un parc de 228 bâtiments, donc par rapport à d'autres exemples qu'on a vus comme Lille ou le Conseil général, sur ce qui est rénovation complète avec une forte ambition énergétique, on est vraiment au tout début avec une conviction d'un certain nombre d'élus qui est encore à établir. Et puis, on a des modes de financement qui nous rendent très dépendants de l'extérieur et des financements de l'État ou des collectivités qui, eux-mêmes, n'ont pas toujours été vigilants à nous inciter, voire l'inverse, à s'occuper du patrimoine existant plutôt qu'à une fuite en avant sur un mètre carré qui, certes, accompagne une dynamique de recherche qui est tout à fait positive, mais qui… Voilà. Et avec une inquiétude pour la suite, mais ça on va le voir à la vue d'après, sur les scénarios peut-être. Alors Laure, je ne suis pas sur l'écran parce que sinon je suis… Voilà, donc c'est ça. Alors ce qu'on a fait avec Planissimo et avec nos élus et avec les acteurs de l'université, on a essayé de dérouler 2 scénarios, c'est-à-dire qu'on a fait on a eu un regard en arrière sur ce qui s'est passé ces 10 dernières années en matière de dynamique de patrimoine, en matière de taux de rénovation, en matière de caractéristiques des rénovations, hein. Et puis d'évolution des consommations et des pratiques. Et puis, on a projeté 2 scénarios. Hein. On a essayé d'imaginer ce que serait la trajectoire immobilière en matière de plus et de moins de mètres carrés en fonction de notre schéma directeur et des coûts d'après qu'on pouvait imaginer. On va libérer tel bâtiment, on veut conforter tel pôle, donc ça donne telle construction, telle libération de patrimoine. On a regardé… le rythme de rénovation et les niveaux de financement qu'on savait obtenir, soit de l'État dans le cadre des plans de relance, opération campus, soit des CPR. On a regardé les pratiques de rénovation et les gains associés, qui étaient souvent, quand on n'est que fonctionnel, très faibles, voire négatifs, parce que quand on rénove sans toucher à la thermique, fondamentalement, on peut intensifier les usages, le nombre d'occupants, et au final, on arrive avec des consommations qui augmentent. Hein. Et on a comparé ce scénario que je dirais un peu business as usual, qui est optimiste, c'est-à-dire qu'on a fait l'hypothèse qu'on n'avait pas de croissance des consommations spécifiques liées aux data, aux process, aux recherches, hein, ce qui est un pari qui n'est pas facile à tenir. Et on l'a comparé à un scénario beaucoup plus volontariste, où on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on triple le niveau des investissements qui est dédié aux rénovations énergétiques? Qu'est-ce qui se passe si toutes les rénovations sont d'abord des rénovations énergétiques et que les évolutions réglementaires, machin, sont embarquées, mais qu'on mêle une pause sur toutes les évolutions fonctionnelles, enfin, voilà, ce qui n'est pas du tout évident à tenir. On a fait l'hypothèse que parallèlement au travail sur l'enveloppe du bâtiment, on avait la possibilité, et ça, ce n'est pas encore vraiment entamé, d'agir sur les consommations spécifiques. Donc, je vous en dirai 2 mois après. Et puis, on a fait l'hypothèse aussi, ça par contre, c'est un projet qui est en route, qu'on allait massivement décarboner notre mix, notamment avec une action que je développerai après sur le chauffage urbain. Et on a fait des projections sur l'évolution de nos consos, l'évolution de nos dépenses. On a pris 2 scénarios, enfin, on a pris ces 2 scénarios, mais qu'on a rebouclé avec 2 scénarios d'évolution des prix. En gros, avec les prévisions de prix de l'Agence internationale de l'énergie et une hypothèse de taxe carbone restant plafonnée suite au moratoire, et une autre avec une croissance un peu plus forte des prix d'énergie qui n'est pas vérifiée aujourd'hui, et à terme, une remontée sous une forme ou sous une autre d'une fiscalité carbone. Voilà. Et on a regardé ce que ça donnait en évolution des dépenses. Avec ce raisonnement qu'on tient à nos élus, si on veut tenir les missions premières de l'université, qui sont la formation et la recherche, et pas être asphyxié par cette explosion des dépenses sous le double poids de la croissance du patrimoine, de la croissance des dépenses de GR par effet de vieillissement et de la croissance du prix des énergies, taxe carbone inclus, il faut avoir une action 1 de rénovation, 2 de sobriété, 3 de maîtrise des usages. Et on a modélisé ce que pourraient être dans ces différents scénarios les évolutions des missions. Ce qu'on voit quand même, je ne sais pas si on voit mon curseur quand je suis à l'écran, je ne pense pas, c'est que pour l'instant, à la différence de Lille, et je suis malheureux de le dire, mais c'est la réalité, c'est que pour l'instant, nos consommations énergétiques et nos dépenses énergétiques augmentent chaque année. Il y a un effet de traîne des 70 000 mètres carrés qu'on a construits au cours des années précédentes. Hein. Et puis, on n'a pas encore pris véritablement le virage de rénovation énergétique massive, complète,
Et on reste encore pour beaucoup de projets sous la pression des usagers, des chercheurs, très axés sur des évolutions fonctionnelles. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans le timing, Laure. On peut peut-être passer à la vue d'après. Il te reste 10 minutes, donc ça va. Voilà. Donc, sur cette vue, bon, je pioche quelques initiatives qui sont lancées par la mission à l'échelle de l'établissement. On a mis en place, alors quand j'entends Lille depuis 9 ans, nous c'est depuis 1-2 ans, une plateforme de management de l'énergie qui complète l'exercice qu'on fait de façon plus macro avec Planissimo. Il se trouve que là on a choisi un outil qui est Énergis, je ne fais pas de pub, mais voilà, où on suit la consommation de l'ensemble des bâtiments de Spark. Donc là maintenant, ça y est, c'est implémenté. On a une personne qui est dédiée à ça. On démarre notamment par l'opportunité du plan de relance, mais le plan de relance, c'est 32 millions d'euros. On a en gros 600 000 mètres carrés antérieurs à la rénovation, aux réglementations thermiques. Vous faites à 1 000 euros du mètre carré hors taxe. En gros, il faut 600 millions d'euros pour faire la première marche des objectifs de la loi Elan. Donc aujourd'hui, 30 millions étalés sur 2-3 ans, c'est 10 millions par an, et la part du contrat de plan qui se porte sur des réhabilitations, c'est guère plus, c'est même plutôt moins aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est au mieux au 5e de l'effort financier qui serait nécessaire pour suivre les rythmes de rénovation lourdes qui sont préconisés, soit pour la stratégie nationale bas carbone, 3% du patrimoine en réhabilitation lourde, ou qu'on peut calculer à rebours par rapport à ces objectifs de la loi. Néanmoins, on lance à l'occasion du plan de relance les premières, à part les 2 exceptions que j'ai citées tout à l'heure, réhabilitation énergétique ciblée, où là, on a fait le choix et on a fait accepter par la communauté et par les élus que c'est de la réhabilitation énergétique pure. On a choisi des bâtiments où il n'y avait pas d'évolution fonctionnelle nécessaire et on traite l'enveloppe et les systèmes. Voilà. Autre peut-être focus que je voudrais faire, et là c'est un objectif, on n'y est pas encore parvenu, c'est la maîtrise des consos spécifiques. En bas, vous voyez à droite, là, ce bâtiment Greener, donc qui est un bâtiment que j'ai porté avec les équipes quand j'étais en maîtrise d'ouvrage, qui est un bâtiment de près 20 000 mètres carrés, qui est une école d'ingénieurs, des labos de recherche, un resto et du Crous, et qui a été construit parce que les plans de financement l'obligeaient sous un mode PPP, partenariat public-privé, où là, on a effectivement contractualisé la performance énergétique avec un mainteneur qui a été engagé aux côtés d'un groupement constructeur. Donc, on a un retour d'expérience depuis 5 ans maintenant sur la performance énergétique de ce bâtiment neuf. Et le graphe qui est à gauche vous montre, parce qu'il y a un plan de comptage extrêmement fin qui était mis en place, plus un suivi, la répartition des consos. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on annonce, et on est content de l'annoncer, que sur ce gros projet relativement complexe, on a une consommation énergétique au mètre carré contractualisée qui est inférieure de moitié à ce qu'exigeait la RT 2012, c'est-à-dire au moment où on a lancé ce programme. Du point de vue ratio, même si on n'est pas dans un bâtiment énergie positive, et à ce niveau de complexité, compte tenu de l'antériorité de ce programme, on est, je pense, tout à fait satisfaisant en termes d'objectifs de performance sur l'énergie du bâti. Par contre, c'est tout le carré rose de gauche, plus le petit qui est en bas. On s'aperçoit que cet objectif qui est tenu sur les consommations, je dirais, réglementaires, en fait, ça pèse moins de la moitié de la consommation totale du bâtiment. Parce que dedans, il y a des labos, il y a un resto, il y a un data center, il y a des salles de TP, et que tout ça, ça pèse sur ces gros bâtiments de recherche autant et même plus que les consommations réglementaires. Donc, on sait que si on fait un effort tant sur les bâtiments existants que les bâtiments neufs d'amélioration de l'efficience, je dirais, de ces bâtiments, il nous reste tout un chemin au moins équivalent à faire sur les usages. Et ça montre aussi la proportion des enjeux entre ces deux postes-là
et réduire la consommation d'une animalerie, d'un bâtiment où il y a des IRM, etc., sans entraver la recherche, c'est extrêmement difficile et pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé la clé. Il reste 1 minute, Jacques. 1 minute? Ouais. Ah, j'accélère. Alors, je passe à la suite. Un focus peut-être sur ce qu'on fait en matière de décarbonation. Donc, comme on sait que les financements et les rythmes et les pratiques de rénovation complète du parc à l'ampleur des besoins n'iront pas assez vite pour atteindre les objectifs de la loi Elan, voilà. On a un autre levier qui est la décarbonation du mixte. On vient de signer, donc ça a été délibéré en conseil d'agglo avant-hier, un accord global avec la métro et la compagnie de chauffage pour basculer toutes nos chaufferies gaz. 60% des bâtiments sont chauffés au gaz, 230 grammes par kilowatt, sur un réseau de chaleur urbain qu'on va étendre sur tout le campus. Et on va progressivement basculer toutes nos chaufferies gaz. Donc derrière, sur un mode de chauffage qui aujourd'hui est à en gros 60 grammes de CO2 par kilowatt et qui à terme sera à 30. Donc ça, c'est un pari qu'on fait d'un basculement. Et donc en attendant de pouvoir améliorer autant qu'on le veut l'efficience et les émissions liées à nos consos, on décarbone le mix. Voilà. Et puis, dernier point, dernière vue, puisqu'il faut que je tienne le délai, ça reboucle un peu avec tout ce que je viens de dire. Un effort massif qu'on ne sait pas encore faire sur la réhabilitation du bâtiment. On fera une partie du chemin. Alors, j'ai mis le quart, j'aurais peut-être dû mettre le tiers ou la moitié. Mais on sait que si on n'agit pas sur tous les autres aspects qui sont l'efficience des activités, la sobriété, les réductions de mètres carrés, des programmations de bâtiments où on raisonne sur les surfaces, sur les usages, et un travail de fond avec les techniciens qui sont beaucoup plus sur le terrain, sur le pilotage des installations. On sait que tous les efforts qu'on peut faire sur l'efficience du parc, sur les rénovations, ne feront qu'un tout petit bout du chemin. Et puis, on sait enfin qu'à budget contraint, il faut essayer de discriminer nos moyens, nos euros, en se disant qu'est-ce qui va donner le meilleur rendement carbone de l'euro investi. Pour finir sur une image, avec les 2-3 millions qu'on va mettre sur l'extension du réseau de chauffage urbain et le remplacement des chaudières, on aura en gain carbone sans doute l'équivalent de ce que 10 ou 20 fois plus d'investissement sur le parc bâti aurait donné, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce deuxième volet. Mais voilà, c'est aussi comme ça qu'on raisonne. On ne peut pas tout faire, on cible. Merci beaucoup. Merci de cette retour d'expérience sur un parc spécifique, mais on retrouve des problématiques partagées par beaucoup. Et le dernier retour d'expérience, c'est celui de la région Occitanie. Donc, Jacques, tu peux couper ta caméra et le micro. Et puis, c'est Abdellah Aznay qui va prendre le relais pour partager ce qui se passe en région Occitanie sur la maîtrise d'ouvrage éducative. Oui, merci Laure, merci Jacques. Donc, bonjour à toutes et à tous. Très brièvement, donc, je vais vous faire un petit état des lieux de la situation en Occitanie, bien que le temps est très court pour vous exposer l'ensemble des sujets sur lesquels nous travaillons actuellement et à venir. Donc, globalement, au sein de l'Occitanie, au sein de la direction de la maîtrise d'ouvrage éducative, qui est structurée en bisites entre Montpellier et Toulouse. Donc, c'est la fusion des deux ex-régions Languedoc-Roussillon et ex-Midi-Pyrénées qui aujourd'hui forment la région Occitanie, donc avec des modes de fonctionnement qui sont pour chacune un peu, qui étaient différents par le passé, qui au regard de la fusion sont amenés à converger et à mettre de la cohésion, enfin, notamment dans l'approche d'ensemble sur toute la gestion du parc immobilier. Globalement, donc, la direction de la maîtrise d'ouvrage éducatif, c'est à peu près 200 agents, 210 agents exactement. Elle est structurée avec une organisation symétrique, donc avec 2 services programmes immobiliers qui ont en charge toute la gestion du parc immobilier, notamment sur la restructuration, les travaux neufs au niveau immobilier. 2 services exploitation maintenance qui interviennent plutôt sur les
corps du second œuvre, un service sur Montpellier et un autre sur Toulouse, et un service énergie dont j'assure la responsabilité, qui est pour le coup BICIT, pour avoir une vision d'ensemble, donc sur les 13 départements de la région Occitanie aujourd'hui. On couvre les 225 établissements et d'autres établissements d'enseignement supérieur. Bon, des services support qui nous viennent en aide sur le volet administratif et des équipes régionales, donc des équipes de maintenance qui sont réparties par antenne à peu près partout sur le territoire. Donc sur la partie patrimoine, c'est 4 millions de mètres carrés pour les 225 lycées essentiellement que j'évoquais à l'instant. En termes d'enveloppe budgétaire, nous sommes à plus de 36 millions d'euros de factures d'énergie et de fluide en référence 2019, à peu près 250 gigawattheures d'énergie finale en chauffage au chaude sanitaire et 105 gigawattheures toujours en énergie finale sur la partie électricité. Donc, ce sera le retour d'expérience, notamment se portera sur la gestion de la demande d'électricité, donc la maîtrise de demande d'électricité, sur lequel on a eu quelques retours d'expérience qui sont très positifs et qu'on a souhaité partager avec vous à travers cette intervention de cet après-midi. Donc, globalement, une étiquette énergétique, pardon, tu as été un peu trop vite, une étiquette énergétique du parc immobilier du patrimoine éducatif qui positionne l'ensemble du parc sur l'étiquette C, à 132 kWh d'énergie primaire pour le coup. Donc, il faut bien souligner qu'on parle en énergie primaire lorsqu'on parle d'un DPE au mètre carré et avec un patrimoine, des spécificités qui sont liées à la génération du parc et notamment aussi des spécificités liées aux bâtiments d'enseignement, l'intermittence et les usages spécifiques, entre autres. Voilà, je reviendrai un peu plus long. Tu peux passer, Laure, s'il te plaît, sur la diapo d'après. Donc, au travers de tout ça, comment on s'est organisé pour pouvoir répondre à ces enjeux aujourd'hui qui sont très ancrés, très marqués au sein de la région Occitanie sur la trajectoire énergétique. Donc, en premier lieu, on a initié un travail sur la trajectoire avec la mise en place qu'on a traduit sous forme de schéma directeur avec plusieurs étapes, mais là, je vous retraduis notamment juste les étapes principales de notre schéma directeur qui est en cours d'élaboration, donc l'élaboration d'un état des lieux du parc avec des actions que nous avons pu mener jusqu'à présent, la définition d'une stratégie à court, moyen terme, et puis à l'horizon 2050. Donc, on raisonne en premier lieu sur une stratégie à 10 années, donc à l'horizon 2030, et ensuite à l'horizon 2050. Donc, avec l'élaboration d'un plan d'action à l'horizon 2030, qui se traduit avec un accompagnement du plan pluriannuel d'investissement, avec des actions concrètes et réelles qui se traduisent sur le schéma opérationnel. Et ensuite, une étape 5 sur la communication et l'évaluation du suivi du projet. Donc, dans une démarche d'amélioration continue, on évalue toute la démarche en permanence que nous conduisons à travers ce schéma directeur. Donc, l'initialisation et la structuration des données de la trajectoire donc, qui est engagée. Alors, j'ai mis juin 2020, mais à vrai dire, elle était engagée bien avant, en juin 2020, parce qu'on s'est renforcé au sein du service. Jessica Gilles, qui nous suit aussi en conférence, qui est une de mes collaboratrices qui est en charge justement de toute la partie planification énergétique, a pris le sujet à 100% pour pouvoir élaborer ce schéma directeur dans sa globalité. Donc, ensuite, à travers la trajectoire, c'était comment inscrire aussi dans le schéma directeur dans la démarche de la trajectoire, avec 4 axes importants sur lesquels nous avons travaillé. Donc, c'est faire du schéma directeur un projet collectif. Bien souvent, on a tendance à raisonner au sein de nos services, au sein de nos experts, mais il est clair que la réussite ne passera qu'à travers le collectif, aussi bien les différents services opérationnels qu'on peut retrouver la maintenance, des travaux ou des services support, et de nos élus, nos décideurs, bien évidemment, qu'il faut embarquer dans l'équation. Sans cela, on n'aura pas les réponses escomptées, ou notamment les efforts qu'on aura déployés ne seront pas forcément au rendez-vous.
Donc, préparer la trajectoire énergétique en amont des opérations de travaux, désormais, c'est quelque chose que nous avons instauré de manière systématique. C'est-à-dire que toute opération de travaux est préanalysée, préétudiée au préalable avant de pouvoir lui consacrer un budget sur le plan pluriannuel d'investissement pour éviter le greenwashing, quelque part, dont je pense que nous avons pu souffrir ou souffert tous à un moment ou à un autre de nos carrières. Voilà, donc c'est vraiment rendre les choses les plus opérationnelles possibles et de la manière la plus simpliste. Ensuite, c'est construire le plan de rénovation énergétique sur l'ensemble du parc éducatif et bien évidemment dans le but de la maîtrise des consommations d'énergie sur toute la durée de la vie du bâtiment. On peut passer à la diapo suivante, Laure, merci. Donc pour arriver à tout cela, quelles sont les pratiques opérationnelles pour aboutir à ce résultat, ou du moins à mettre cette organisation en place? Donc, tout d'abord, c'est au sein de la direction, il y a eu la création d'un service énergie à proprement parler, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, notamment sur l'ensemble du parc et du territoire, donc sur les 13 départements qui couvrent et apportent une cohérence de vue d'ensemble et d'analyse sur l'ensemble de notre parc. L'établissement d'un plan pluriannuel d'investissement énergie. Donc, on ne parle pas uniquement juste sur le patrimoine, la restructuration ou la construction d'établissements neufs, mais il y a bien une composante énergétique qui est bien identifiée sur chaque opération et quelle est la part liée aux investissements énergétiques et aux performances et aux cibles qu'on se fixe au préalable. Ensuite, donc pour cela, on se fait assister aussi par des marchés de maîtrise d'ouvrage énergétique sur toutes les opérations, type Enertech pour ne pas les nommer, ou aussi dans nos prescriptions type, on fait référence à un référentiel sur toutes les opérations neuves que nous sommes aussi en train de généraliser sur le volet restructuration. Alors, il faut savoir que l'Occitanie a un rythme assez particulier parce que au regard de la pression démographique, nous avons construit 10 nouveaux lycées sur le mandat actuel, donc en 5 ans. Globalement, en moyenne, c'est 2 nouveaux lycées chaque année. Et dans certains, beaucoup ont été livrés, d'autres qui sont en chantier ou en cours de livraison, etc. Après, avec aussi au niveau de notre mandataire, donc au sein de l'organisation, effectivement, j'évoquais tout à l'heure la direction de la maîtrise d'ouvrage éducative qui assure la maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble du parc immobilier, mais on est assisté aussi par une SPL sur qu'on appelle maître d'ouvrage délégué, au sein duquel on a fait aussi implanter des compétences de thermicien pour pouvoir accompagner toutes les phases d'études et les phases de réalisation, notamment avec des contrôles opérationnels sur le terrain et vérifier que les prescriptions de nos cahiers des charges soient bien mises en œuvre sur les opérations et notamment sur le terrain. Il reste 5 minutes. Très bien. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, ensuite, à partir de là, bien évidemment, on a réalisé des études prospectives pour accompagner nos projets de construction et d'envergure. Donc là, on parle sur la maîtrise des consommations d'énergie, mais aussi un autre volet qui sont le développement des énergies renouvelables, sur lequel on lance des études prospectives pour développer notamment tout le pan énergie renouvelable, tel que le photovoltaïque ou d'autres sources notamment. Ensuite, un service d'ingénierie intégré à l'ASPL qui est l'AREC, l'Agence régionale de l'énergie et du climat, avec laquelle nous travaillons aussi énormément pour la mise en place d'une plateforme de valorisation des certificats d'économie d'énergie sur toutes nos opérations de travaux et qui est également ouverte à d'autres collectivités de l'Occitanie qui souhaitent adhérer, notamment toutes les petites communes, mairies, syndicats de l'énergie, etc. Voilà, donc c'est un service qui est offert par cette entité, d'une part pour la région et d'autre part pour l'ensemble des autres collectivités, à savoir que c'est la région qui porte le dispositif en tant que tel. Ensuite, la mise en place d'outils de télésuivi de consommation. Bien évidemment, pour pouvoir évaluer et agir le plus rapidement possible, on est en train de se doter d'outils de télésuivi. Alors, il en existe
beaucoup, on en a plusieurs, mais on souhaiterait centraliser tous nos éléments de données de suivi sur un seul et même unique outil. Donc, c'est un chantier que nous avons ouvert. D'une part, pour avoir une vue d'ensemble sur une seule et unique plateforme, et d'autre part aussi pour pouvoir répondre un peu de manière plus aisée sur les attentes au niveau du décret tertiaire. Et bien évidemment, tout ça est accompagné aussi en termes de fonctionnement avec la mise en place de marchés d'exploitation avec des objectifs de performance, comptage ou intéressement pour certains. On peut passer à la suivante, Laure, merci. Bon, je vais essayer d'aller très, très vite. Donc, un focus sur les retours d'expérience de cette dernière décennie, j'ai envie de dire, sur les quelques opérations qui ont pu dégager des résultats assez probants sur la mesure des consommations d'électricité hors cuisine. Je vous ferai un focus en dernière partie vraiment sur le volet cuisine et restauration. Donc, au niveau du graphique, on voit bien que nous avons en 2003 notamment la construction du lycée Mermoz où on avait une consommation électrique de 30 kWh par mètre carré. Et pour arriver à aujourd'hui, sur les dernières opérations, notamment de 2017, sur le lycée Ernest Féroul à 10 kWh du mètre carré, que nous avons confirmé de nouveau sur le lycée. Alors, il porte le nom de la ville de Gignac, mais c'est le lycée Simone Veil qui a été inauguré en septembre dernier, donc en prévision, puisqu'il faudrait quand même qu'on fasse une partie mesure pour vraiment vérifier que la cible est bien atteinte. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors, voilà, donc en termes de conception d'éclairage, sur la puissance notamment d'éclairage du lycée Simone Veil à Gignac, aujourd'hui, nous avons au niveau des études, à partir de l'ensemble des optimisations et de l'optimisation de la maîtrise de la demande d'électricité, atteint une consommation au mètre carré de tout usage confondu hors restauration de 2,1 watts au mètre carré. À savoir que 90% bien évidemment de la puissance installée est sur commande temporisée, ce qui nous permet d'optimiser aussi les coûts de fonctionnement, les temps de fonctionnement et par définition les consommations énergétiques qui s'en suivent. C'est quelque chose qu'on a initié maintenant depuis une dizaine d'années sur l'accompagnement de l'optimisation de la demande d'électricité, à savoir pour d'une part maîtriser nos coûts d'investissement par l'optimisation des installations. Par exemple, on a encore aujourd'hui beaucoup d'opérations sur lesquelles beaucoup de maîtres d'œuvre insistent avec une norme de dimensionnement qui a 50 ans d'âge en arrière désormais, on regarde un peu 40 ans passés, où on a des niveaux de foisonnement qui restent relativement élevés et on s'aperçoit qu'entre la réalité, le dimensionnement et ce que nous constatons en termes de mesures, bien souvent, on a des ratios de 1 à 5. Donc, on peut très vite passer sur une installation relativement conséquente alors qu'il n'y a pas lieu forcément de déployer des postes de transformation électrique, par exemple, ce qui engendre aussi des prestations de maintenance par ailleurs, des contrôles périodiques, etc. etc. Donc, tout ça aussi pour maîtriser les coûts de fonctionnement. Un petit focus, donc j'ai encore 2 petites minutes, un petit focus donc, sur la restauration que j'évoquais tout à l'heure, aussi un retour d'expérience mesuré que nous avons mené avec Enertech sur l'ensemble de nos projets en qualité d'assistant de maîtrise d'ouvrage énergétique sur ces postes-là. On s'aperçoit sur les 4 postes potentiellement qui constituent la restauration, donc les postes lavage, froid, ventilation et d'autres usages, on peut très rapidement avoir des coefficients multiplicateurs relativement conséquents. Par exemple, sur le lavage, nous arrivons à atteindre une cible qui est 5 fois minimum au maximum constaté sur une conception standard. Donc là aussi, on prend en compte la qualité, les caractéristiques des équipements de lavage. Il y a aussi la partie du choix de l'énergie, etc. Donc ensuite, il y a la partie sur le froid, c'est pareil. Donc on a des coefficients multiplicateurs allant de 1 à 4. Et sur la ventilation de 1 à 7. Bon, les autres usages, je ne me tarderai pas trop, mais cependant, sur la ventilation, qui est un sujet relativement important. Donc, c'est des ratios qui sont ramenés au nombre de repas pour être le plus exhaustif possible.
Et on essaie aussi, bien évidemment, de dimensionner nos restaurations par rapport à de réels besoins et pas forcément faire de grandes usines pour servir uniquement quelques plateaux le midi. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense être dans le timing. Merci à toutes et à tous. Laure, je te laisse le mot de la fin. Ouais, merci beaucoup. Je vais vraiment, peut-être, je vais proposer aux intervenants de rallumer leur caméra. Moi, je tiens vraiment, au nom de l'Institut Négawatt, à les remercier. On a toujours plaisir aux échanges qu'ils ont dans le club Planissimo. Et puis là, c'est un exercice quand même d'une nature un peu particulière que de rentrer dans ce concentré de l'ampleur de ce qu'ils font en 15 minutes. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions. J'en ai quelques-unes par mail. Enfin, si vous avez encore 5 minutes, on essaiera d'y répondre. Mais merci à eux. Moi, j'ai entendu que la structuration de la vision, des trajectoires, il y avait un enjeu de savoir où on voulait aller, d'utiliser comme une boussole pour mobiliser de manière transversale. Mais n'empêche que le challenge, il est dans la mise en œuvre avec des expérimentations pour espérer changer d'échelle dans les pratiques. Le besoin d'actionner tous les leviers et en même temps de faire de la dentelle. Il y a à la fois un spectre très large d'actions et en même temps, le diable est dans les détails et comment est-ce qu'on éclaire une salle de classe et comment est-ce qu'on fonctionne dans une cuisine et comment est-ce que la maintenance est faite de manière à atteindre les performances prévues dans la programmation des travaux. Et puis, moi, le mot de conclusion, c'est que je reviens un peu à la conclusion de Damien Balleux en début d'intervention, c'est que pour relever un tel défi, il va falloir qu'on ait de l'envie partagée et puis de la transversalité. Donc, je regarde vos questions. Les uns les autres, il est 49. Sentez-vous libre hein, de nous quitter. Peut-être, vu qu'il y a quelques questions, si vous en êtes d'accord, je les pose à nos intervenants. N'hésitez pas aussi, je laisse afficher des infos pour permettre de contacter. On n'est pas rentré dans le détail du fonctionnement de Planissimo. Ce serait l'objet d'un autre temps de webinaire, dont les coordonnées sont affichées là. Il y avait une question autour d'une demande d'un conseil pour optimiser ce temps d'état des lieux du parc et de structuration des données. La ville de Lille évoquait 2 mandats. Le département du Val-de-Marne parlait également de plusieurs années. Sur la question de la réception des présentations, et merci pour vos retours positifs, on a enregistré et il y aura les supports. Donc, moi, je vous invite à envoyer un mail à planissimo@institutnegawatt.com et on pourra vous mettre à disposition l'enregistrement et le support diaporama. Mais l'idée étant que nous n'avons pas les mails exhaustifs des 90 personnes qui étaient là aujourd'hui, voilà, envoyez-nous un mail pour nous demander et on vous les mettra à disposition. Et donc, la question qui a été posée là sur le temps de structuration, je réponds avec la casquette Planissimo pour qu'il n'y ait pas une confusion, mais le temps d'état des lieux du parc et structuration des données, il n'est pas de 2 mandats. Ce qu'évoquait Lille, c'était 2 mandats pour monter en puissance avant d'être sur un rythme de croisière en termes de rythme de rénovation. Donc, du coup, des budgets adéquats, de l'organisation qui va avec, de structuration de filière, ça va prendre 2 mandats. Mais ce n'était pas le temps de structuration d'une trajectoire qui prenait. Et pour compléter, juste, c'était ce qu'on avait envisagé, 2 mandats. Aujourd'hui, on nous demande d'accélérer, et notamment parce qu'on a pu faire ce travail de démonstration du rythme qu'il fallait avoir et il y a eu une décision politique de dire 2 mandats, c'est trop long pour monter en charge et il faut encore accélérer par rapport à ce qu'on avait envisagé de nous et qu'on ne nous ait presque pas demandé en fait finalement. Oui. Et ben voilà, il y avait une question très technique donc, qui s'adressait au CD 94 sur les questions éventuellement des modules adiabatiques et des problèmes de légionnelle. Est-ce que Jean voudrait répondre? C'est une question très pointue et c'est la dernière des questions qui nous a été posée. Après, on pourra clore. Alors, ce que nous disent les fabricants, c'est qu'il n'y a pas de risque de légionnelle sur les modules adiabatiques parce que, en fait,
c'est de l'humidification d'air, mais ce n'est pas l'air qui est envoyé dans la salle de classe qui est humidifié, c'est l'air qui est rejeté et ça passe après par l'échangeur qui permet de rafraîchir l'air qui arrive dans la salle de classe. Et du coup, ce n'est pas de l'eau chaude, hein, c'est de l'eau justement qui est froide, donc il y a pas, c'est pas un risque comme l'eau chaude sanitaire, quoi. Et puis il y a des systèmes de vidange, tout ça, donc a priori, il n'y a pas de risque de légionnelle sur ce type d'installation. Voilà, donc la réponse technique à une question technique. Merci beaucoup, Jean. Eh ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. Et encore une fois, bonne continuation pour ce défi qui nous attend. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.